transition. À 3 minutes près, on a rattrapé le retard, donc ça devrait le faire. Voilà. La table ronde du CIGREF qui a signé un partenariat avec la Mêlée, la commission des DSI. Donc je laisse la parole à Henri Dagrin. Merci. Bonjour, je suis donc Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, et j'ai le grand plaisir de me retrouver ici à la Mêlée numérique, entouré des principaux représentants de membres du CIGREF inscrits dans l'écosystème de la Mêlée numérique en Occitanie, et avec lesquels nous allons vous présenter quelques travaux que le CIGREF a réalisés ces derniers temps, travaux qui sont illustratifs de ce que peut produire le CIGREF et qui est mis de manière systématique à la disposition du plus grand nombre sur notre site web. Nous allons vous présenter 4 travaux réalisés par le CIGREF sur différents sujets qui intéressent bien sûr les directions du numérique, mais également au-delà toute la communauté numérique qui s'intéresse de près ou de loin à ces sujets-là. Alors, je vais avoir le plaisir donc d'interroger sur leur retour d'expérience, leur cas d'usage, leurs recommandations sur les différents thèmes que nous allons aborder. Et je vais le faire donc avec Catherine Gestin, qui est donc directrice du numérique et des systèmes d'information du groupe Airbus, avec Jacques Bouldoir, qui est donc directeur général de IMSA et qui est par ailleurs référent du CIGREF en région Occitanie, donc auprès de la Mêlée. Avec donc Olivier Sigler, qui est directeur de l'accélération numérique et des systèmes d'information du groupe Pierre Fabre. Et enfin avec Cathy Lacombe-Verbiguier, qui est au CNES, au sein de la direction technique et numérique, en charge de l'entreprise digitale, et qui est par ailleurs chef du projet Avenir du SI du CNES, un programme de transformation numérique du CNES sur les 5 prochaines années. Alors, nous allons commencer par un sujet qui, je crois, fait déjà l'actualité de la Mêlée numérique 2023, celui de l'intelligence artificielle et des IA génératives. À cette occasion, et donc vous l'avez remarqué depuis novembre 2022, il y a eu une forme de tsunami numérique sur ce sujet, mais plutôt un tsunami marketing, médiatique, autour d'une réussite marketing particulièrement réussi de la part d'OpenAI autour du produit ChatGPT et qui a amené quasiment toutes les organisations, toutes les entreprises à se poser quelques questions. C'est pour ça que nous avons publié au mois de juillet les résultats d'un groupe de travail que nous avons monté dès le mois de janvier-février 2023 pour répondre aux différentes questions que se posaient les membres du CIGREF sur les IA génératives. Alors, ce document, il est en libre accès sur le site du CIGREF. Vous pouvez aller le consulter. En substance, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien que les entreprises doivent se saisir de ce sujet, ne doivent pas avoir une réaction de rejet ou de s'interdire de regarder ce qu'ils peuvent faire dans le cadre directement des directions numériques, mais également au profit des métiers, tout en prenant certaines précautions que ces outils aujourd'hui appellent, précautions notamment qui peuvent porter sur la propriété intellectuelle, sur la sécurité des données, sur la façon dont vous allez ensuite pouvoir être susceptible, enfin d'être soumis à ce qu'on appelle des hallucinations, des erreurs. Tout ça, ça doit être donc contrôlé. Il doit y avoir une gouvernance qui se met en place. Et c'est un premier élément, ce rapport de liste de recommandations sur la façon de s'approprier ces sujets d'IA générative au profit des opportunités business au sein de l'entreprise. Et ça annonce surtout la feuille de route que le CIGREF s'est donnée pour le cycle de travaux 2023-2024, avec un groupe de travail qui va creuser ces différents sujets, notamment le groupe de travail piloté par Balaji Susilan, qui est le DSI du groupe Air Liquide. Alors, ce qui est important, c'est comment est-ce que les entreprises présentes sur cette table ovale, plus que table ronde, hein, je crois à Toulouse, c'est ce qu'on dit, sur cette table ovale, comment est-ce qu'elles ont pu se saisir de ce sujet ? Alors, c'était
d'une certaine manière la keynote de Catherine Gestin ce matin, mais sans revenir sur ce que tu as pu dire ce matin, eh bien, comment est-ce que le groupe Airbus a une approche sur les IA génératives et qui peut être illustratrice de ce que tout le monde peut faire? Effectivement, par rapport à ce que tu disais là, sur les recommandations du SIGREF, on est complètement en ligne avec ça. On n'a pas une approche répressive, donc au sens de dire « Ah non, 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 Valère Rétro Satanas, vous n'avez pas le droit de l'utiliser ». On a fait un travail de sensibilisation des utilisateurs. Donc il y a une note qui a été distribuée à l'ensemble des collaborateurs d'Airbus en disant « Si vous avez envie d'aller jouer sur ChatGPT, allez-y. Mais par contre, il y a un certain nombre de données que vous ne devez pas mettre sur l'outil, mais on n'a pas interdit. On monitore, donc on sait qui y va et on sait ce que les gens y font, mais on les laisse expérimenter parce qu'on pense que c'est extrêmement important que les gens s'approprient ces technologies-là parce qu'elles seront dans l'entreprise demain quoi qu'il arrive. Donc voilà, on a pris plutôt cette approche-là. Et après, effectivement, comme je le disais ce matin, on a mis tout de suite l'accent sur l'utilisation responsable de l'IA. En particulier, pour certains d'entre vous, vous vous souvenez peut-être, Facebook s'était retrouvé un petit peu sur la sellette, je pense que c'était il y a 18 mois, sur l'utilisation d'algorithmes dans ces processus de recrutement. Et ils s'étaient bien fait remettre à leur place. C'est sûr qu'en tant qu'Airbus, on n'a pas du tout envie de se retrouver dans cette situation-là. Donc cette utilisation responsable du numérique et de l'IA en particulier, on y porte vraiment une attention très particulière au travers du comité que j'ai présenté ce matin. Merci beaucoup Catherine. Cathy, au CNES, cet apprentissage de l'usage des IA génératives? On s'en empare évidemment, puisque tu as parlé de tsunami, mais il faut avoir en tête que l'IA, on l'utilise depuis des années, au niveau du CNES, dans la valorisation de nos données, l'observation spatiale. Ce n'est pas une nouveauté, pour nous, énorme technologique, même s'il y a une énorme puissance de ChatGPT. Et je précise qu'on n'est qu'à la version 4, qu'est-ce qui nous attend à la version 10 Mais on a une démarche quasiment semblable, Catherine, que vous. Dans la mesure où c'est accessible de façon individuelle maintenant, les entreprises ont tout intérêt à s'en emparer, à l'accompagner, plutôt que le subir. Voilà, donc on est plutôt dans ces démarches-là, sur de l'expérimentation, et on y associe nos métiers. C'est-à-dire qu'on a un trio Vera, qui est les experts IT, ce qu'on a chez nous, les métiers, qui représentent des cas d'usage, également un acteur indispensable, c'est la sécurité, la cybersécurité. Ils sont acteurs à même titre que nous parce qu'il faut quand même poser, même si on n'est pas en mode répressif, poser un cadre d'usage dans l'entreprise. Et je te rejoins sur l'aspect données, c'est-à-dire que nous, on serait plutôt sur une démarche bac à sable de données dans un premier temps pour s'essayer avec des données peut-être moins, bien sûr, pas stratégique, on est plutôt sur du public, on s'essaye. Aujourd'hui, nous, on est plutôt encore en mode apprentissage et on a capitalisé sur le fait qu'on allait donner les moyens à nos équipes IT d'avoir un petit coup d'avance et d'expérimenter et d'associer les métiers dans un deuxième temps avec des cas d'usage qu'on s'est d'abord trouver nous-mêmes, parce que dans l'IT, l'IA générative, on peut l'utiliser à plein d'endroits. Je pense à l'ITSM, la corrélation entre le nombre d'incidents et par exemple le nombre d'arbres de résolution qui nous manquent, des CCTP qu'on a du mal à gérer, à créer avec tout un référentiel d'exigence. Il suffit tout simplement de cocher un certain nombre de caractéristiques et de générer automatiquement. On en a parlé hier soir, les comptes rendus de réunion, c'est assez bluffant quand on le regarde. Mais je tiens à préciser, ça reste de l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine est toujours nécessaire. On est là pour augmenter notre collaborateur. C'est un véritable réseau de connaissances hyper puissant. Mais de toute façon, l'esprit critique, il sera toujours nécessaire et on a toujours notre place. Et moi, je crois finalement à une sorte d'hybridation, on en parle beaucoup de l'hybridation, de l'intelligence collective humaine et artificielle. Et c'est ça qu'il faut qu'on accompagne. Merci beaucoup, Cathy. Un mot éventuellement, Jacques ou Olivier? Non, on est exactement dans la même démarche. Prise de conscience, il faut avancer, mais en sécurité. Il faut responsabiliser, il faut tester, et puis sortir de la valeur de tout ça. Donc on est en train de faire des pilotes aussi sur un certain nombre de sujets.
de manière identique, expérimentation, collaboration, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à inventer, donc on est en train d'établir des partenariats au niveau de la sécurité sociale, par exemple avec la sécurité sociale italienne. Donc voilà, on expérimente, mais en élargissant en fait pour avoir des retours aussi qui ne sont pas que les nôtres. Merci beaucoup Jacques, merci beaucoup à tous. Deuxième sujet complètement différent, encore que, on verra qu'il y aura certainement une fusion de ces sujets dans les années qui viennent, c'est celui des cyberattaques. Et donc nous avons publié il y a quelques mois un rapport intitulé « Réagir à une cyberattaque massive, gérer les conséquences d'une crise d'origine cyber ». On avait beaucoup travaillé les années précédentes sur la façon d'anticiper les crises, de se protéger et ainsi de suite. Sauf que l'actualité nous rappelle quasiment de manière hebdomadaire que des entreprises, des administrations publiques se font attaquer et doivent réagir. Et donc nous avons bénéficié d'un retour, hélas, d'un retour d'expérience assez important qui nous a permis de rédiger un ensemble de recommandations et de bonnes pratiques pour s'organiser dès lors que l'on est attaqué et que l'attaque est avérée, que le système d'information a pu tomber de manière totale ou partielle, ce qui est arrivé là à certains membres du SIGREF. Et donc, comment est-ce que l'on organise une cellule opérationnelle, une cellule décisionnelle et une cellule de crise composée avec toutes ces composantes pour résoudre ce type de crise face à une cyberattaque, avec quelques points qui sont importants, celui de la résolution technique de la crise, pour éviter que l'attaque se propage et commencer à réparer le SI, à assurer sa remédiation, la communication qui doit être à la fois interne et externe, la gestion logistique pour améliorer la vie des équipes qui sont mobilisées, parfois sur un temps très long. Je prends l'exemple du groupe Saint-Gobain, lorsqu'il avait été attaqué en juin 2017 par NotPetya. Ça avait duré 13 jours. Pendant 13 jours, 24 heures sur 24, les équipes étaient restées dans la cellule de crise. Donc il y a toute une logistique à mettre en place pour y parvenir. Et puis ensuite, il y a tout un processus juridique en fonction du statut de chacun des organismes qui peuvent être attaqués et de la façon dont il faut traiter toute la partie administrative qui peut être très importante, notamment vis-à-vis de la CNIL, par exemple, ou vis-à-vis des autorités judiciaires. Donc toutes ces recommandations sont formulées dans ce guide, bien entendu, dans ce rapport que je vous invite à consulter, qui est en libre accès sur le site du SIGREF, mais également, il est toujours important de venir interroger ceux qui ont déjà beaucoup travaillé sur le sujet ou qui ont été amenés à le travailler. Je me tourne en premier lieu vers Olivier Sigler, donc, qui est donc DSI du groupe Pierre Fabre. Et donc, quel retour d'expérience, quelles recommandations et comment est-ce que l'on réagit vis-à-vis d'une cyberattaque ? Oui, nous avons été complètement dans le cas. Je vais participer activement au groupe de travail parce que c'est important de partager notre expérience. Donc nous, je vous raconte en quelques mots, donc ça a commencé le 31 mars 2021 à 6h du matin, j'ai été prévenu à 6h du matin, qu'on avait quelque chose de très sérieux qui se présentait. À 6h30, on savait que c'était une grosse cyberattaque, et donc à 6h45, on a décidé de couper tout le SI mondial. Donc tous les entrepôts, toutes les usines, tous les labos de R&D, tout le back-office, etc. Bon, il y avait Office 365 qui continuait à fonctionner, mais le reste, à peu près partout, donc quelques trucs. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé ? Une histoire assez classique, un phishing en Italie, un pirate qui arrive à rentrer, qui masque et qui lance un cryptage assez massif des serveurs et des PC. Donc voilà, je sais pas quoi, 45% des serveurs, 30% des PC mondiaux. Et qui nous demande une rançon. Donc vous avez le compte à rebours là, vous cliquez, vous arrivez, il vous reste 6 jours, 5 heures, 28 minutes pour payer X millions de dollars, que nous n'avons bien sûr pas payé, mais voilà, c'est assez en prenant. Je suis rentré dans ce que je pensais être mon pire cauchemar. Une expérience très intense en tout cas, et intense pour toute l'équipe de la DSI. Donc on a tout nettoyé, tout remasterisé, tout sécurisé, brique par brique, PC par PC, serveur par serveur, bout de réseau par bout de réseau à l'échelle mondiale. Et concrètement, on a mis quand même
15 jours à redémarrer les premiers entrepôts au niveau mondial, 2 à 3 semaines pour l'ensemble des entrepôts, 4 à 6 semaines pour redémarrer toutes les usines, voilà, 4 à 8 semaines pour redémarrer tous les labos. Enfin, au bout de 2 mois, on avait tout redémarré. Et après, il y a encore eu 3 mois de travail parce qu'il y a encore plein de trucs à nettoyer, des choses. Donc c'était un très, 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 très intense, très fort. Peut-être deux leçons que j'en tire. Moi, c'est d'abord humainement, pour les équipes, c'est un engagement total. Il y a des gens qui ont explosé, qui sont mis en avant. Il y a des gens qui ont un peu explosé, qui ont un peu disparu, en fait. Mais voilà, c'est quand même une épreuve du feu. Mais ça met en valeur pour les informaticiens, pour les équipes de la DSI, que sans l'IT, le groupe ne tourne pas. Et donc, ils ont pris conscience aussi de l'impact qu'ils ont sur la vie de l'entreprise. Ça, c'était quand même assez bénéfique sur le fond. Et on a eu une grosse solidarité de toute l'entreprise avec ce qu'on faisait. Et le deuxième leçon, c'est que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est plus fort qu'avant. On sait un peu plus ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. Certains sujets, certains métiers disaient ça, il faut que ça soit sécurisé en 24 secs, ça tourne autour. C'est le dernier truc qu'on a redémarré au bout de 2 mois. Donc ça veut dire que voilà, ça permet de relativiser quand même pas mal de choses et discuter autour de ça. Alors après, le futur, il est quand même pas très rassurant non plus, parce que il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent. C'est un peu une course sans arrêt, une course à l'échalote. Un truc tout bête, c'est ChatGPT aujourd'hui. Ça permet de faire des phishing très bien rédigés dans toutes les langues. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de détecter un phishing que ça l'était il y a 3 ans. Donc voilà, on a un niveau d'outillage également pour les attaquants qui est beaucoup plus fort que ce qu'il y avait avant. Et donc voilà, on continue à investir, on continue à développer. C'est vraiment une course sans fin. Mais en tout cas, je souhaite à personne de revivre ce qu'on a vécu. Sur cette préparation de l'entreprise aujourd'hui, avec ce retour d'expérience, qu'est-ce que tu recommandes pour que les entreprises se préparent justement à gérer cette crise, tout en espérant bien sûr que ça ne servira jamais. Mais enfin, c'est comme les pompiers, on espère bien ne pas avoir un incendie, mais pourtant on a des extincteurs. Ouais. Qu'est-ce que tu recommandes ? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dans le livre du SIGREF. Une des grandes leçons, nous, qu'on a tirées, c'est de ne pas croire qu'on ne sera jamais attaqué. On sera forcément attaqué. Et donc, pour moi, la grande leçon, ça a été de cloisonner. C'est-à-dire que limiter le périmètre possible d'une attaque. C'est-à-dire que s'il y a un bout qui tombe, que l'ensemble ne tombe pas. On avait une trop forte croyance qu'en se barricadant de l'extérieur, et en fait, une fois qu'il était à l'intérieur, il pouvait se promener quand même assez facilement. Beaucoup trop facilement par rapport à ça. Donc, la capacité à se dire, de toute façon, vous serez attaqué. Prenez ça comme parti, mais assurez-vous que vous mettez un peu comme dans une maison des pare-feux, et que s'il y a une pièce qui brûle, toute la maison ne brûle pas. Je pense que ça, c'est, en tout cas pour moi, une des plus grandes leçons qu'on a tirées. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers la Mutualité Sociale Agricole, vers IMSA. Jacques Bouldoir, est-ce que tu peux nous donner tes perspectives sur le sujet et puis la façon peut-être dont vous vous organisez d'ores et déjà pour vous protéger d'une cyberattaque ? Oui, alors nous avons pour le moment pas eu à subir ce qu'a subi Pierre Fabre, mais nous avons la conviction que nous subissons bien sûr des attaques tous les jours et que nous allons d'une manière ou d'une autre avoir des crises plus ou moins graves liées à la cybersécurité. Donc cette conviction-là, elle est forte. Évidemment, il faut être toujours modeste sur le sujet. On se prépare énormément. Vous savez qu'on est, nous, un organisme en lien structurel avec l'ANSSI, en lien avec la sécurité sociale, donc les branches du régime fédéral. Donc il y a toute une communauté très forte qui s'alimente. Nous avons bien sûr des exercices qui bénéficient d'ailleurs des travaux du SIGREF, des exercices de mise en situation. Typiquement, alors, il y a encore quelques mois, le COMEX d'une part et la DSI d'autre part, en lien, donc les deux cellules de sécurité opérationnelle et COMEX, on a travaillé pendant toute une après-midi et le COMEX complet était complètement, je dirais... mobilisé. Oui, tout à fait. On est sur une course sans fin par rapport à une explosion des menaces.
on réfléchit beaucoup justement avec les acteurs, notamment en fait souverains, français ou européens. On a des éléments, par exemple, supplémentaires maintenant par rapport à des éléments classiques qui font appel à l'intelligence artificielle et l'analyse en fait des comportements sur le poste, sur les serveurs, qui sont des couches supplémentaires. C'est des petites boîtes françaises Tetris, Arfang. Tetris, pour ne pas la citer. Mais voilà, on continue bien sûr à mettre du bouclier par rapport à un glaive qui est de plus en plus épars et qui est de plus en plus puissant, ne serait-ce que parce qu'il utilise l'IA, d'autres sujets. Donc nous avons en fait, comme vous, bien sûr la menace d'avoir toute l'activité qui s'arrête. Et l'activité de la MSA, c'est payer les retraites, payer le RSA, payer les soins pour des millions en fait, de personnes. Et vous comprenez bien qu'au niveau de la société, c'est pour ça que l'ANSSI, bien sûr, regarde ça de près, voilà, il y a un risque quand même systémique très fort par rapport... voilà. On a bien sûr eu à subir nos ESN, on a eu des arrêts pendant des semaines d'activité d'ESN, pour lesquels on a bien sûr les a accompagnés et palliés. Donc c'est vraiment une réalité du quotidien, le fait d'avoir ces attaques et ces crises. Très bien. En termes de volume, vous faites des entraînements de cette nature avec cellules de crise technique et puis COMEX tous les 6 mois Alors, on se laisse le temps du REX à chaque fois. On se fait accompagner d'ailleurs par des sociétés extérieures. On n'a pas l'ambition d'avoir toute la science là-dessus. Bien sûr. Et oui, on est plutôt parti sur un an, enfin, de le refaire tous les ans à ce niveau-là. Oui. C'est-à-dire qu'il mobilise vraiment toute la gouvernance de l'entreprise. Oui, d'accord, tous les ans. Très bien. Merci beaucoup, Jacques. Cathy, peut-être un mot Oui, alors un là-dessus. mot, la cybersécurité, pour nous aussi, c'est vraiment au cœur de nos activités. On va dire qu'on a ça dans notre ADN. On a fortement investi. On travaille en forte collaboration avec l'ANSSI également, qui nous guide dans ces activités-là. On est attaqué tous les jours, on le sait. Bien sûr, on répond à ces cyberattaques. On s'entraîne énormément. Donc tu parlais combien d'exercices de crise. Écoutez, mercredi matin, nous étions en exercice de crise COMEX. Voilà. Où évidemment la cybersécurité à toutes les sauces. On y est toujours dedans. Ça, c'est vraiment un élément clé. S'entraîner pour ne pas être pris au dépourvu et former nos équipes constamment. Ça, c'est vraiment hyper important. On a un SOC très, très, très performant et une réactivité des équipes SSI qui sont vraiment importantes. SOC interne SOC interne, exactement. SOC interne indépendant des équipes IT. Donc, comme ça, on est bien surveillé à l'extérieur, bien surveillé. Mais il y a une vraie collaboration. Et c'est la clé, la cybersécurité. C'est aussi l'acculturation de tous nos collaborateurs qui ont un parcours obligatoire de sensibilisation de sécurité des informations. Et un enjeu pour nous, c'est aussi adapter la sécurité aux justes besoins. C'est-à-dire qu'on passe par la cartographie de nos données. Et on va différencier, adapter la sécurité suivant les données stratégiques, et c'est celle qu'on va bien sûr renforcer. Et on va adapter notre dispositif pour les données un peu plus d'ordre public. Voilà, il faut être agile. Merci beaucoup, Cathy. Catherine, peut-être un mot ? Pas grand-chose forcément à rajouter. Je pense qu'effectivement, par contre, il y avait un message qui pour moi est très important, c'est qu'il faut vraiment qu'on parte tous maintenant du principe que ça va nous arriver un jour. Et donc se préparer à cet événement-là, parce que ça arrivera. Voilà, faut se préparer au choc. Et effectivement, il faut s'entraîner. Donc, chez Airbus, on fait 2 entraînements par an. Où on simule une crise majeure. Alors, on a plein de scénarios, donc les équipes choisissent dans les scénarios lequel on joue aujourd'hui. Mais en particulier, le scénario du ransomware, c'est quelque chose qu'on a commencé à anticiper il y a un peu plus de 2 ans. Et effectivement, on s'est vraiment mis en configuration de dire, si ça nous arrive, comment est-ce qu'on reconstruit le système d'information d'Airbus from scratch. Et je le disais ce matin, chez nous, c'est 6500 applications. Donc c'est pas quelque chose que vous faites au petit-déj. Et il faut que les équipes soient préparées et qu'elles sachent exactement par où elles commencent pour éviter de perdre du temps à s'organiser.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache, on dit, ben voilà, la première application à reconstruire, c'est la trésorerie. La deuxième application, c'est la paye. Mais il faut que, et chaque entreprise est différente. Donc c'est vraiment à vous de définir ce plan-là et de vous organiser et d'avoir cette cellule de crise et de ne pas sous-estimer la communication dans la cellule de crise. On a été extrêmement surpris du nombre de sollicitations vers la cellule de crise parce que le board of directors veut savoir, le COMEX veut savoir, les autorités veulent savoir, tout le monde veut savoir. Toutes les parties prenantes, tous les partenaires, tout le monde. Les partenaires, les clients, partout, les fournisseurs. Donc, il ne faut pas négliger la partie. Il ne faut pas négliger la partie communication et ça prend énormément d'énergie. Donc il faut absolument que vous ayez quelqu'un qui est spécialisé là-dessus et c'est son rôle. De façon à ce que tous les autres acteurs, en particulier les acteurs techniques, ne soient pas perturbés par ces aspects-là. Merci beaucoup Catherine. Merci beaucoup à tous les quatre. Alors on va changer complètement d'univers, encore que tout ça est toujours un petit peu lié. On va passer à la responsabilité sociale, sociétale, environnementale de l'entreprise. La dimension RSE de l'IT. Avec 2 rapports sur lesquels nous appelons votre attention. Le premier s'intitule « Critères de décision RSE à intégrer dans les projets IT ». Comment est-ce que l'entreprise, donc les directions numériques, intègrent une dimension RSE dans leurs projets, dans leurs appels d'offres. Et le deuxième rapport, c'est « Politique RSE au sein de l'IT, contribution positive de la DSI à la politique RSE de l'entreprise ». Alors avec... Bon, on peut résumer ça, c'est essentiellement d'ailleurs en général une dimension environnementale, mais elle ne doit pas être unique et elle doit se développer. D'ailleurs, nous avons des grilles d'analyse que nous avons publiées par le passé qui permettent de définir quels sont les critères RSE qu'une DSI peut ou doit appréhender. Mais si on résume ça par le numérique responsable dans toutes ces dimensions, eh bien, il y a des critères qui peuvent être intégrés directement dans les projets, mais surtout, la DSI a une responsabilité aujourd'hui, les directions du numérique ont une responsabilité de plus en plus importante, c'est quelle contribution positive, à travers son activité d'une part au sein des projets IT, mais d'autre part en apportant des solutions au métier pour développer la capacité de l'entreprise à progresser sur sa politique RSE. Et aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir que d'une part, il y a une appropriation de plus en plus importante de ce sujet par les DSI directement, mais également il y a une capacité donc de la DSI à être vraiment contributrice et apporter cette dimension RSE, d'abord en tant que direction de l'entreprise et rapporter donc ce qu'elle fait elle-même, mais également être auprès des métiers, être auprès des différentes directions pour dire, ben voilà, sur ce sujet-là, si vous avez une ambition, avec des outils numériques, nous pouvons réduire votre empreinte carbone, nous pouvons développer votre capacité, par exemple, à intégrer les personnes en situation de handicap, et ainsi de suite. Donc toute cette dimension RSE particulièrement importante et dont aujourd'hui les grandes directions du numérique, en tous les cas c'est ce que j'observe au CIREF, dont elles se saisissent de plus en plus. Alors je ne sais plus. J'avais prévu d'intervenir. Eh ben voilà, je te sauve un peu. Vas-y, tu me sauves. Bon, j'ai commencé et passerai la parole à mes collègues. Alors, au niveau du CNES, déjà un contexte extrêmement favorable puisque nous avons une direction du développement durable qui est représentée au COMEX et qui incarne une vraie politique RSE d'entreprise, avec obligation dans chacun des métiers de la décliner sur notre cœur de métier. Donc, on la décline sur la partie, évidemment, numérique responsable. On a plusieurs axes. C'est un sujet qu'on avait quand même déjà abordé, l'éco-gestion, l'éco-conception de nos systèmes, on l'avait déjà intégré. Il y a un axe qu'on a pris au vol parce qu'il allait aussi nourrir notre feuille stratégique, c'est la stratégie de la rationalisation des moyens. Voilà, sur l'aspect environnemental, proposer une rationalisation de nos applications, de nos moyens, évidemment, on réduit les moyens et par voie de conséquence, on réduit notre impact. L'aspect sociétal est sorti un petit peu plus, devenu un peu plus prégnant et c'est tout ce qui est l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc là, aujourd'hui, quand on fait du UX design de nos services numériques,
on embarque la notion d'accessibilité. C'est un peu nouveau, ça nous bouscule, mais c'est un sujet qui est particulièrement intéressant. Le droit à la déconnexion, ça fait longtemps qu'on l'avait en mire, hein, et on s'en faisait un devoir. Il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est infobésité. Donc on fait très attention sur nos services numériques de les configurer par défaut pour qu'ils n'envoient pas trop de notifications, et c'est plutôt l'utilisateur qui fait le choix lui-même d'être notifié. Ce sont des petits détails, hein, que je vous précise. On a aussi travaillé beaucoup sur nos clauses contractuelles pour les achats. Pour qu'il y ait des critères. Et on a rajouté surtout un critère de sélection dans tous nos produits numériques sur l'aspect numérique responsable, et on lui donne une pondération importante sur le choix final. Ça, c'est nouveau. On se pose la question aussi, avons-nous un vrai budget dédié, hein, pour le numérique responsable? La réponse est oui. Donc, tu m'as introduit, Henri, en parlant que je portais le programme de transformation digitale. Ce programme de transformation digitale sur 5 ans, il se décline en une dizaine de chantiers, des chantiers qui vont vous parler à tous, hein, le cloud, le réseau, le collaboratif, et on en a un qui s'appelle sobriété numérique. Donc vraiment, on en fait un sujet à part entière et extrêmement important parce qu'en fait, il est transverse dans toute l'entreprise. Et puis l'aspect sur la RSE, chez nous, c'est un grand sujet de sensibilisation de nos salariés. Et là, on met le paquet parce que on met à disposition l'atelier fresque numérique qui a été proposé, je crois, samedi, hein, dans le cadre du festival. Eh bien, on le met à disposition de tous nos collaborateurs. Et comme on veut maximiser l'impact sur l'entreprise, une fois qu'ils ont fini cet atelier, qui est un atelier standard, hein, comme celui de la fresque du climat, on leur livre un livrable qui montre tout ce qu'on fait déjà dans l'entreprise et toute notre trajectoire, pour que eux se deviennent des acteurs et qu'ils se sentent embarqués dans cette stratégie d'entreprise. Voilà quelques exemples. Et l'exemple de la semaine, il est minuscule, mais tu disais qu'il faut accompagner les métiers. Eh bien, avec notre direction de la communication, on a sorti cette semaine une préconisation pour la signature des mails. Ça paraît anecdotique, mais nous, on doit suivre la charte de l'État et il fallait rajouter le logo de la République française. Eh bien, on l'a travaillé de façon très, très sobre pour qu'il pèse le moins possible. On a enlevé toutes les belles images. Voilà. C'est un petit geste, mais ça commence par ça et c'est l'exemplarité au plus haut de la maison. Très bien, merci beaucoup Cathy. Également, je vais passer la parole à la Mutualité sociale agricole, parce qu'en plus, il y a une belle annonce, je crois, enfin, qui est peut-être pas tout à fait récente, mais avec l'INR, l'Institut du numérique responsable. Alors, la politique RSE, je crois que en ce qui nous concerne, ça n'est pas un faire-valoir uniquement et quelque chose qui nous donne bonne conscience. Déjà, quand on parle du S, de responsabilité sociétale et environnementale, on n'est pas une entreprise à mission, on est une entreprise dont la raison d'être est une mission de service public, qui participe à la solidité et à la résilience de la société. Sans sécurité sociale, je crois que... Voilà. Donc, notre première responsabilité, c'est de servir cette mission de la manière la plus efficace. Et donc, c'est notre première responsabilité au sens RSE. Après, on a une activité IT, et c'est là où on rejoint tous les travaux du SIGREF. Et dans le cadre de cette activité, on a une responsabilité particulière au sein de la MSA à mener cette activité. Et effectivement, on a les aspects environnementaux et sociétaux qui sont à la base de beaucoup de choix que l'on a fait historiquement, d'ailleurs, c'est pas récent, qui nous a amené à avoir une démarche de labellisation. Et donc, effectivement, on a un premier niveau de labellisation numérique responsable. Mais je dirais que ça n'est que pour traduire quelque part une démarche ancienne qui a plein de volets. Pour revenir juste sur des volets un peu en lien, par exemple, tu parlais de l'accessibilité. Oui, le référentiel général d'accessibilité, le RGA, fait partie, bien sûr, de nos cadres pour élaborer tout nouveau service. Voilà.
Nous travaillons le plus possible avec l'économie solidaire, que ce soit pour nos restaurants d'entreprise, mais par exemple, et on va revenir sur les enjeux environnementaux, pour tous nos serveurs ou PC, une fois qu'on considère qu'ils doivent être changés. Une entreprise d'ailleurs, c'est grâce à la mêlée numérique dans l'écosystème toulousain, on voit, voilà, qui réceptionne donc Airbus a été, je crois, bien avant nous à supporter cette entreprise, mais voilà, on s'inscrit bien sûr dans ce type de démarche. Et là, sans doute de plus en plus prégnant est la conscience quand même du E et des enjeux environnementaux dans notre activité de manière globale. Voilà, on est au sein d'une société dont on sait que les rapports scientifiques, ne serait-ce que de l'ONU, indiquent que dans cette consommation de ressources et la production de déchets, puisqu'on consomme des ressources et on produit des déchets, on a atteint des limites, voilà, on a franchi un certain nombre de limites. Donc, en tant qu'activité IT, on est complètement à intégrer ces éléments-là. Donc, on parle bien sûr beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est bien l'ensemble en fait de nos déchets, et donc, donc ça concerne bien sûr notre politique d'achat, ça concerne notre politique de déplacement, ça concerne en fait tous les aspects de notre activité qui sont réfléchis. Bien sûr l'éco-conception, voilà, mais voilà, il y a toute une palette en fait avec un axe permanent dans notre activité chaque fois de se challenger par rapport à ces préoccupations-là. Voilà. Ouais. Et donc vous, je crois, IMSA a donc reçu un trophée de la part de l'Institut du numérique responsable, c'est ça ? Oui, c'est ce que je disais, cette labellisation, mais je veux pas trop le mettre en exergue parce que ça n'est que le reflet de quelque chose qui est beaucoup plus profond, et donc c'est un peu un étendard pour une animation interne. C'est très fort aussi dans les valeurs, comment dire, même pour nos collaborateurs. Et typiquement, s'ils viennent à MSA pour la sécurité sociale, ils le viennent aussi pour tout ce corpus de valeurs sociétales et environnementales qui sont vraiment voilà. Et on pourrait dire là aussi, c'est pas uniquement pour attirer voilà, les collaborateurs, c'est pour faire sens dans l'activité IT qui est menée avec le plus haut degré d'expertise, voilà, et il a de sens aussi pour les collaborateurs parce qu'il est dans ce cadre-là. Très bien, oui, je le précise parce que c'est important. Le CIREF, depuis longtemps, est un partenaire de l'Institut du numérique responsable et notamment également partenaire de la démarche Planète Tech Care qui avait été initiée par Numéum, Syntec Numérique, maintenant Numéum. Et donc, ce sont des sujets qui restent très présents au cœur des travaux du CIREF et qui vont continuer. Olivier, également, chez Pierre Fabre. Oui, donc chez Pierre Fabre, là aussi, c'est vraiment dans l'ADN du groupe. Le groupe a une particularité, c'est qu'il dépend d'une fondation d'intérêt public, la fondation Pierre Fabre, qui a 86% du capital et qui vise à développer l'accès à des soins de qualité dans les pays du Sud, etc. Donc on est un groupe détenu par la fondation, c'est assez particulier en France. Le deuxième exemple assez concret de l'engagement, on a pris un engagement de communiquer sur chacun de nos produits, sur ce qu'on appelle le Green Impact Index, qui est un élément qui mesure l'impact socio-économique et environnemental de chacun de nos produits. Donc là, il y a 20 critères, c'est normé par l'AFNOR, c'est mesuré par des organismes externes, et donc bon, il y a des groupes qui déclarent en faire, nous on déclare, mais on le mesure et on le prouve en fait, donc c'est un élément. Et donc pour la DSI, on a deux dimensions, il y a ce que j'appelle l'IT for Green et le Green IT. L'IT for Green, c'est qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cet enjeu du groupe, qui est un enjeu fondamental. Donc si je prends l'exemple du Green Impact Index, pour nous, c'est assez complexe, c'est énormément de données dans beaucoup de systèmes, la partie R&D, matières premières, PAC, transport, production, livraison, achat. Et donc c'est toutes ces données dans l'ensemble de ces systèmes qui sont pris, normalisées, structurées, rendues cohérentes et qui servent à calculer ces index, qui ensuite sont mis sur tous les sites web du groupe dans l'ensemble des pays
et via QR code, pouvoir accéder à ça pour n'importe quel consommateur. Donc c'est quand même une promesse qui a vraiment du sens et qui est très structurante pour nous. Et sur le Green IT, on est très engagé comme vous. Donc là, c'est le numérique responsable. Alors c'est à la fois... souvent, on parle de beaucoup de sujets. En tout cas pour nous, 70% de l'impact, c'est les devices. C'est les PC, les mobiles, les iPads. Et donc, on allonge la durée de vie, on travaille sur les modèles les moins gourmands, on travaille sur le recyclage, les associations, comme vous d'ailleurs Airbus, là même, pour travailler sur accompagner ça. Après, il y a 15%, c'est le data center, c'est les partenaires grands, il y a les partenaires qui hébergent nos éléments, donc là aussi on a pris des engagements de réduction. Et puis après, il y a le reste. Il y a beaucoup sur les usages, c'est-à-dire que quand on fait des visios, si tout le monde allume sa caméra, c'est à peu près 15 fois plus de débit que s'il y en a un ou s'il y en a 0. Donc voilà, allumer 5 minutes au début de la réunion, puis éteindre, et puis rallumer 5 minutes à la fin, c'est un impact de 1 à 10 entre ça, quoi. Donc voilà, c'est tout ça. Et puis nous aussi, on va se faire labelliser numérique responsable. Donc on vise en février le niveau 2 pour la DSI. Voilà. Bravo, merci. Je voulais juste préciser pour une petite anecdote concernant Catherine Gestin, qui a reçu le prix du DSIN 2022. C'était donc en janvier ou février dernier. Il se trouve que je faisais partie du jury d'attribution. Alors, on n'a pas attribué, je n'ai pas spécialement privilégié effectivement cette remise de trophée à Catherine parce qu'elle est membre du CIREF, il y en avait d'autres. Mais parce que dans le dossier de candidature, eh bien, cette dimension sociétale, très sociétale et très environnementale, nous avait paru particulièrement intéressante, notamment cette attention portée aux personnes en situation de handicap et surtout la contribution de la DSI à la décarbonation du transport aérien. En 2 mots, Catherine. Alors, juste en 2 mots, donc effectivement, sur le handicap, en fait, on travaille sur 2 dimensions. Donc, une première dimension, il y a un comité au niveau Airbus, donc qui regroupe la direction des ressources humaines, la communication et encore une fois toutes les fonctions de l'entreprise et l'AIM, et où là, effectivement, on va beaucoup nous travailler sur l'accessibilité de nos applications. Donc, effectivement, pour des personnes qui sont malentendantes, des personnes qui ont des difficultés de vision, etc. Donc on travaille énormément sur cet aspect d'accessibilité et on a effectivement dans chaque projet, on a maintenant défini des standards d'accessibilité qui doivent être respectés par tous les chefs de projet sur la mise en place des nouvelles applications. Donc ça, c'est la partie, je dirais, où la DSI contribue à l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Mais on a aussi une mission en interne où effectivement on emploie des personnes en situation de handicap. Et il y a une initiative que je voudrais mettre en exergue. On a travaillé depuis maintenant un peu plus de 5 ans avec une société qui s'appelle Avencode qui emploie en fait des personnes atteintes du syndrome d'Asperger. Et pour la première fois, on a recruté 2 de ces employés comme étant des employés d'Airbus. Et les intégrer dans nos équipes, ça a complètement changé la vision que pouvait avoir cette équipe des situations de handicap. Donc on est très fiers de ça. Et c'est une vraie réussite pour moi. Et puis effectivement sur la partie contribution à la décarbonation, c'est l'enjeu majeur, je le disais tout à l'heure, pour Airbus. Si on n'est pas capable de décarboner l'industrie de l'aviation, l'aviation n'existera plus sur le moyen et long terme. Donc c'est un enjeu, je dirais, vital pour Airbus. Donc il n'y a pas d'alternative. Et effectivement, toute l'entreprise a été alignée pour répondre à cet enjeu de décarbonation. Et le numérique joue une part colossale, notamment dans l'accélération de la recherche et du développement. Puisqu'on peut aujourd'hui, grâce au numérique, simuler des choses qui nécessitaient auparavant de construire des prototypes, de tester les prototypes, de s'apercevoir qu'on s'était trompé, de reconstruire un deuxième prototype, de s'apercevoir qu'on s'était encore trompé. Là, aujourd'hui, en fait, on peut faire ça de manière digitale et ça permet d'accélérer
toute la recherche et développement, ça permet de simuler les outils de fabrication et donc d'éviter de gâcher, d'éviter de réduire au maximum l'impact environnemental, que ce soit en consommation d'eau, en consommation de matières premières, en consommation d'énergie. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là où aujourd'hui, en fait, toute l'entreprise s'est alignée et le numérique contribue à ça. Merci beaucoup, Catherine. Nous allons aborder le dernier thème, parmi beaucoup d'autres qu'on aurait pu aborder, mais qu'on avait retenu pour cette séquence. C'est celui de la performance de la direction du numérique, de la DSI, qui est financière, bien entendu, mais pas seulement. Ce qui est assez singulier, c'est que ce rapport, comme on le fait de temps en temps, nous l'avons co-rédigé et co-publié avec une autre association professionnelle que le CIREF, qui s'appelle DFCG, qui réunit les directeurs financiers et les contrôleurs de gestion. Donc DFCG, directeur financier, contrôleur de gestion, c'est une association nationale pour notamment, il y a tous les grands directeurs administratifs et financiers des entreprises membres du CIREF qui sont dans cette association. Et donc nous avons voulu mener ce travail de manière collective pour développer les tableaux de bord qui permettent de rendre compte à un COMEX ou à un board de la performance de la direction des systèmes d'information, de la direction du numérique. Donc cette performance, elle est financière et extra-financière. Et c'est ça qui est intéressant d'avoir pu mettre en exergue, et notamment la dimension RSE, mais également la direction protection et sécurité de l'information est une de ces dimensions extra-financières qui est de plus en plus présente aujourd'hui dans les entreprises. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes et nous allons donc aborder très rapidement ce sujet qui n'est peut-être pas le plus sexy de cette table ovale, mais qui est quand même néanmoins certainement l'une des plus importantes. Catherine. Oui, donc effectivement, la performance financière, il ne faut pas se tromper non plus, elle reste évidente et ça fait partie des critères d'évaluation de la direction des systèmes d'information, que ce soit au travers de nos coûts récurrents, donc on a des politiques et des stratégies d'amélioration de nos coûts récurrents sur le long terme. Sur aussi l'utilisation du capital et de l'investissement, et donc quel est le retour sur investissement que l'on peut avoir sur chacun de nos projets. Donc on mesure pour tous les projets que l'on fait chez Airbus le retour sur investissement que l'on a, et ça fait partie des critères de sélection quand on fait l'arbitrage. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, si je prends la partie, tous les besoins qui sont exprimés par l'ensemble des métiers d'Airbus, je pourrais dépenser à peu près 3 fois le budget qui m'est alloué par la direction de l'entreprise. Donc on a forcément un travail d'arbitrage à faire à un moment donné. On est en plein dedans, on a passé toute la journée d'hier dessus. Donc, en fait, il faut qu'on puisse hiérarchiser les projets en fait, et faire un ranking de nos projets. Et le critère financier est bien évidemment un des critères qu'on prend en compte. Mais ce n'est pas le seul. Alors, tu l'évoquais, on a aussi maintenant un ranking qui est fait sur l'impact environnemental. Donc, est-ce que effectivement ce projet répond à l'ambition de décarbonation d'Airbus ou pas? Donc, comme c'est effectivement l'enjeu existentiel aujourd'hui pour Airbus, c'est bien évidemment un critère que l'on prend en compte. On a un critère également sur l'appréciation des utilisateurs. C'est dans quelle mesure notre projet va améliorer l'utilisation du système ou la vie au quotidien, soit des employés d'Airbus, de nos fournisseurs ou de nos clients, suivant vers qui est tourné le projet. Donc l'expérience utilisateur est de plus en plus un critère dans l'évaluation de nos projets. Le dernier que je voudrais mentionner, alors il y en a de multiples, hein, mais le dernier que je voudrais mentionner, c'est aussi la partie résilience de l'entreprise. C'est en quoi... Alors, tu parlais de cybersécurité, mais pour moi, c'est plus vaste que ce que ça. C'est en quoi ce projet, et je mesure en fait la résilience de mon système d'information
sur des nombres d'incidents, sur la rapidité avec laquelle on est capable de répondre à un incident, sur notre capacité à, on parlait tout à l'heure de ransomware, de reconstruire. Donc nous, aujourd'hui, moi je rapporte au Board of Directors d'Airbus une fois par an les progrès que l'on fait. Quand on a commencé le projet, on avait fait une estimation de la reconstruction qui nous amenait au-delà de 56 jours. Donc, ce qui, pour l'entreprise, est juste... Donc, on arrêtait Airbus pendant 56 jours. Et donc, voilà, au bout de 2 ans, on n'en est plus là. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup progressé. Mais on est encore sur des arrêts significatifs. Et donc, on regarde, en fait, quand on évalue nos projets, est-ce que ce projet-là, effectivement, va nous permettre d'améliorer notre capacité à reconstruire le système d'information. Donc c'est vraiment les grands axes sur lesquels on mesure. Et après, on va mesurer aussi, la DSI, on est aussi mesuré sur notre capacité à attirer les talents. Et donc, quel est mon temps moyen pour recruter dans mon département? Est-ce que j'ai plus de personnes qui quittent le département informatique pour aller dans les métiers ou l'inverse? Quel est mon taux de rotation? Donc, et ça fait partie de la performance, parce que on sait très bien que quand on recrute quelqu'un de l'extérieur, le temps d'adaptation et de ce qu'on appelle le onboarding chez Airbus, il est assez long, il est assez coûteux. Donc le plus on arrive à garder les gens dans l'organisation, le mieux c'est. Merci beaucoup Catherine, c'est très éclairant. Eh bien, au CNES, Cathy, comment ça se passe, cette performance de la DSI? Ça y ressemble, sauf que l'aspect financier est encore très présent chez nous. Un petit préambule, le CNES a un nouveau ministère de tutelle qui est le ministère de l'économie, des finances et de la relance. Ça vous donne un petit peu une idée. Donc, moi je vais faire court, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais vous faire un retour d'expérience de ce que j'ai vécu en tant que chef de projet de ce programme. Il a fallu aller le vendre. Il a fallu aller chercher du budget. Donc, par rapport à ça, moi, l'ADF, jusqu'à maintenant, c'était des freins, des contraintes. À chaque fois qu'on demandait un budget, on avait des coupures franches. Il fallait re-rentrer dans l'épure. Et là, j'ai mouillé la chemise, et pas toute seule, avec toutes les équipes, pris plusieurs présentations en COMEX, encore la semaine dernière en comité d'audit du conseil d'administration. C'est vous dire comment il faut passer du temps pour aller chercher ce type de budget. Eh bien, j'ai une prise de conscience qui est terrible et qui est vraiment nouvelle pour moi, c'est que finalement l'ADF, il faut en faire un allié. C'est un partenaire. C'est un partenaire. Absolument. Exactement. Et il ne faut pas prendre le sujet à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec eux pour qu'ils comprennent nos contraintes, mais qu'il faut qu'on comprenne aussi leurs contraintes. Et c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Alors, comment, en quelques mots, comment je suis allée les convaincre? Déjà, j'ai pris le sujet à l'envers. C'est-à-dire que je leur ai montré que si on ne faisait rien, voilà ce qui allait se passer, ce qu'on allait perdre et les coûts engendrés. Parce qu'un système d'information obsolescent, c'est un système qui coûte en ressources et en moyens. Ensuite, je suis partie d'une approche que je vous conseille, c'est celle de partez de la stratégie de l'entreprise. Celle-là, elle est indiscutable. Partez de ça, et pour moi, c'était simple. J'ai un contrat d'objectif de performance avec l'État, tous les 4 ans. Donc, je suis partie de ce contrat-là, et j'ai tout simplement décliné sur l'aspect numérique. Et là, c'est indiscutable. Quand je prends une ligne qui est du COP, déverrouiller le potentiel des données du CNES, pour moi, c'est du velours derrière. Derrière, ça entraîne quoi? Il me faut aller dans une stratégie du cloud, il me faut une cartographie des données, il me faut de l'urbanisation, et voilà. Et mes chantiers, qui sont des chantiers souvent qu'on présente malheureusement trop de façon technique, il faut les rendre abordables et compréhensibles d'un COMEX, et là, c'était indiscutable. L'autre sujet qui était important pour moi, c'était de leur faire comprendre à l'ADF que les besoins croissants des métiers auxquels on doit répondre induisent une croissance des coûts. Et ça, il faut les accompagner à comprendre ce besoin-là. On ne fait pas de l'informatique pour faire de l'informatique, surtout quand on est une fonction support comme moi, où le cœur de métier, c'est le spatial. Je ne réponds qu'aux enjeux métiers et j'adapte mon système d'information. Un autre sujet où le SIGREF nous a énormément aidé, c'est il faut savoir se benchmarker. Se benchmarker, mais la difficulté d'un benchmark, c'est comparer les mêmes choses. Et là, vous nous donnez quand même des clés. Et moi, je vais vous citer quand même
quatre indicateurs qui ont fait vraiment basculer. On s'est comparé avec les autres agences spatiales, la NASA en particulier, donc la comparaison est quand même importante, et aux autres administrations publiques. Et on a comparé le pourcentage du budget IT versus... Alors, le chiffre d'affaires, pour nous, c'est nos dotations des ministères, hein, c'est notre capacité financière. Ça, c'est un indicateur qui parle. On a aussi calculé le coût IT annuel pour un salarié. On a calculé le pourcentage de CAPEX versus OPEX. Et là, on voit si on est dans les clous. Et ça, ce sont des éléments qui parlent aux décideurs. Parce que vous vous comparez avec une moyenne du marché, avec des acteurs qui ont le même métier qui sont les autres agences spatiales, ou des administrations, puisqu'on est très concerné par l'État. Voilà. Et pour finir, moi, je vous dirais qu'il faut aussi... En 2 secondes. Dire qu'il faut leur proposer des pistes d'amélioration et d'économie. Et là, on sort la carte de la stratégie, par exemple, de rationalisation des moyens. C'est un axe. Voilà. Merci beaucoup, C'est ce qu'on Cathy. a. Il nous reste moins d'1 minute parce que j'ai promis à Catherine qu'on finirait à midi. Et donc, nous allons conclure. Et pour conclure, eh bien, je vais passer la parole à Jacques Bouldoir, qui est donc référent du CIGREF en région Occitanie, auprès de la mêlée numérique. Jacques, la parole est à toi pour cette dernière partie. Merci. Cette table ronde rend, je crois, honneur à tout le travail effectué par le CIGREF. Ce travail, il est réalisé grâce à la contribution des grandes entreprises au niveau national que nous sommes. Nous avons vu avec Henri que c'était le cadre habituel de fonctionnement du CIGREF et que ces grandes entreprises qui sont ici représentées sur la région Occitanie devaient jouer, on parlait tout à l'heure de responsabilité aussi, leur responsabilité au niveau des territoires dans lesquels elles sont. Et le sens de cette déclinaison au niveau des territoires, c'est que nos travaux, notre présence sur les territoires ne soit pas une tour d'ivoire, mais petit à petit, le lien avec la mêlée numérique fasse que nos capacités de réflexion, nos travaux puissent bénéficier du coup à la collectivité, à ce territoire occitan, et du coup que l'on puisse bien tisser les liens entre ce que représente la mêlée numérique et, je dirais, nos travaux CIGREF. Et donc cette table ronde se voulait, je dirais, une introduction à ce qui se fait au niveau du CIGREF et comment ensuite on peut en faire bénéficier au travers de la mêlée numérique l'ensemble de l'écosystème, je dirais, occitan. Merci beaucoup, Jacques. Je vous rappelle donc, tous ces rapports sont en libre accès sur le site du CIGREF. Allez-y, utilisez-les, usez-en. Il n'y a absolument aucun problème. Tout ça est en libre accès. Je remercie Catherine, et je sais que tu vas repartir très vite, mais Cathy, Olivier, Jacques, mille merci pour cette table ovale. Et j'espère que l'année prochaine, nous aurons l'occasion de pouvoir nous retrouver à nouveau, peut-être sous un format identique, pour parler des travaux que nous sommes en train aujourd'hui de travailler avec nos adhérents. Merci beaucoup, et puis bon après-midi.